13 lois pour être dans le top 1%. Je préfère le dire tout de suite, cet audio ne s'adresse pas à tout le monde. Pourquoi ? Parce que y a des personnes sur Terre qui s'en battent les couilles d'avoir une vie successful. Il y a des personnes qui n'ont aucune ambition dans la vie. Il y a des personnes dont l'ambition est de regarder TPMP le soir, de regarder les informations, de vivre le rythme métro, boulot, dodo tranquillement jusqu'à la retraite et de terminer sa vie comme ça. C'est quelque chose que je respecte tout à fait, mais ce n'est pas du tout l'objectif de cette chaîne et encore moins l'objectif de cet audio. Si vous écoutez cet audio, donc si vous êtes sur la chaîne qui s'adresse aux personnes qui ont l'ambition, qui veulent grandir, qui veulent avoir une vie extraordinaire, à la fois sur le plan amoureux, mais aussi financier, mais aussi sportif. Le concept de la chaîne, c'est que un homme complet, c'est avant tout un homme qui réussit sa vie sentimentale, qui réussit sa vie financière, que ce soit à travers votre job, à travers un projet d'entreprise si vous êtes entrepreneur, à travers vos finances évidemment, et également sur le plan sportif, puisque j'ai l'intime conviction qu'un homme avec un grand H digne de ce nom, c'est un homme qui s'occupe de son corps, qui prend soin de son corps, qui fait du sport et qui ne reste pas avachi sur sa chaise toute la journée. Donc cet audio s'adresse à cette catégorie d'hommes-là, puisque c'est quelque part, je suis un petit peu l'exemple de ce que je prône, c'est des choses que je fais au quotidien. Et c'est pour ça que j'ai voulu dans cet audio vous donner 13 lois que j'applique quotidiennement et qui vont vous aider à être dans le top 1%, et je vous assure que c'est beaucoup plus facile à y arriver que vous ne le croyez, parce que la majorité des gens sont des gros branleurs, sont des gros feignants, ne feront jamais rien de leur vie, et j'ai envie de vous dire, c'est pas mon problème, ni le vôtre d'ailleurs, vous êtes là parce que vous avez beaucoup plus d'ambition que la moyenne. On va commencer tout de suite par la loi numéro 1, et celle-là, il y a très peu de gens qui le font, et pourtant c'est absolument nécessaire, c'est d'entretenir une relation étroite avec votre banque, quelle que soit votre banque. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si vous voulez devenir un homme digne de ce nom, donc c'est-à-dire avoir une vie qui ressemble à autre chose que le métro boulot dodo, y a un moment dans votre vie où il va falloir investir. Vous allez acheter un appartement, vous allez acheter une maison, vous allez demander des financements pour votre entreprise ou pour un projet personnel. Quel que soit le projet, arrivera un jour où vous aurez besoin d'argent. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les seules personnes qui peuvent imprimer de l'argent et prêter de l'argent, à part vos parents éventuellement pour des petites sommes, mais bon, ça c'est ce qu'on fait quand on est ado, mais quand on a passé les 30 ans, c'est quelque chose qu'on fait plus forcément. Il y a que les banques qui peuvent le faire. Et combien de fois, et j'ai fait cette erreur aussi pendant très longtemps, pour rien vous cacher, combien de fois j'entends des hommes dire qu'ils n'entretiennent absolument aucune relation avec leur conseiller bancaire ou leur conseillère bancaire. Moi, c'est une conseillère bancaire à la BNP Paribas qui est super jolie d'ailleurs, soit dit en passant. Et si vous n'entretenez pas ce type de relation, ça va être très compliqué pour vous le jour où vous aurez besoin de financement. Donc ça coûte rien, c'est juste construire une relation, discuter avec votre conseiller bancaire. J'ai même des amis, eux, qui vont encore plus loin, qui invitent régulièrement leur conseiller bancaire à des soirées, que leur envoient un petit cadeau le 1er janvier de la nouvelle année, par exemple, une petite carte pour les remercier. J'ai un de mes amis, par exemple, qui envoie chaque année une bouteille de vin à son conseiller bancaire parce que c'est un ami qui est chef de projet, il n'est même pas entrepreneur d'ailleurs, il est chef de projet, et cette personne-là, je crois qu'il a acheté 6 ou 7 appartements alors qu'il ne gagne que, je crois, 2500 ou 3000 euros par mois, ce qui n'est pas un salaire extrêmement élevé, et malgré ce salaire qui n'est pas si élevé que ça, c'est une personne qui est déjà multimillionnaire en termes de possession immobilière parce que chaque année, il achète un nouvel appartement, une nouvelle maison grâce à des financements justement qui proviennent de sa banque parce que cette personne entretient d'excellentes relations avec sa banque. Ça, c'est la loi numéro 1. La loi numéro 2, qui concerne à la fois les hommes et les femmes, mais je vais m'adresser surtout aux hommes qui écoutent cet audio, c'est de bien choisir votre femme. Et ça, j'ai bien appuyé cette loi-là parce qu'elle est hyper importante. Et on va pas se le cacher, en tant qu'homme, on choisit généralement au physique. On va pas se le cacher, on va pas dire « Ah oui, mais il n'y a pas que ça, machin ». Le premier facteur de sélection, c'est le physique. On va chercher une nana qui nous fait bander, une nana qui nous excite, une nana qu'on trouve jolie, qui s'habille bien, etc., etc. On va être honnête, vous le faites, je le fais aussi. Mais là où je veux bien appuyer cette loi, c'est que choisir uniquement votre physique est une grande erreur. Pourquoi ?
Parce que dans une relation de couple, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre. Une chose qu'il faut comprendre déjà, c'est que le temps passe et que les gens vieillissent. Vous vieillissez, je vieillis et votre femme va vieillir aussi. Donc ça veut dire que si vous sortez avec une femme, par exemple, qui a 25 ans, va être au pic de sa beauté physique, au pic de sa jeunesse. Le problème, c'est que 10 ans après, elle aura pris 10 ans de plus. Et à ce moment-là, si vous avez sélectionné votre femme uniquement pour des raisons physiques, à partir de là, c'est la porte ouverte à la tromperie, aux ruptures, etc. Parce que ça aurait été votre principal critère de sélection. Le critère de sélection que je vous invite à choisir, c'est une femme déjà qui vous aime sincèrement pour qui vous êtes, mais surtout une femme qui vous soutient à fond. Et j'ai moi-même fait cette erreur parce que les 2 premières fois que j'étais en couple dans ma vie, des relations qui ont duré plus de 3 ans chacune. J'étais, pour chacune de ces 2 femmes, des femmes exceptionnellement belles. Il y avait la deuxième, par exemple, qui a fait les concours Miss Picardie, pour rien vous cacher. Donc c'est, femme 1m82, jeune, à l'époque étudiante quand on s'est rencontrés, qui faisait les concours Miss France, etc. Je suis tombé red dingue amoureux de cette femme très très rapidement. Je crois que c'est même dès le premier rendez-vous, j'étais sous le charme. Et dès le deuxième ou troisième, j'ai commencé à tomber amoureux. Et vraiment, c'est son charme absolument incroyable qui m'a frappé. Et ça a été la première raison pour laquelle j'ai choisi de me mettre avec cette femme. Avec le recul, j'estime que ça a été une erreur, mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend quelque part, parce que la personne avec qui je me suis mis par la suite et avec qui je suis toujours aujourd'hui, c'est une femme qui est peut-être un peu moins belle physiquement, donc c'est-à-dire c'est pas une femme qui a fait les concours Miss France, Miss Picardie, etc. C'est une nana qui est plus petite aussi, donc c'est-à-dire en termes de charme, en termes de physique pure, c'est une nana qui est moins attirante que les femmes précédentes, mais c'est une femme qui a des qualités incroyables sur bien d'autres aspects. C'est une femme qui me soutient à fond sur tous mes projets. C'est une femme avec qui je peux ouvertement discuter business, photo, etc. et qui est capable de me prodiguer des conseils vraiment intéressants. C'est une femme qui non seulement va vous écouter, qui va m'écouter, mais qui en plus va être proactive là-dedans. C'est une femme qui va me compléter. C'est-à-dire moi, je suis plutôt le mec froid, introverti, un peu neutre avec les gens, etc. Alors que elle, ça va être la femme beaucoup plus extravertie, beaucoup plus happy, beaucoup plus sociale que moi. Et donc du coup, il y a beaucoup plus émotionnel aussi, alors que moi, je suis beaucoup plus rationnel. Et cette complémentarité-là, c'est vraiment quelque chose qui fait l'essence d'un couple et qui fait que le couple dure sur le long terme. J'ai également vécu avec mes clients, les clients qui travaillent avec nous, donc chez DDP, donc ma marque de séduction. Pour ceux qui connaissent pas, vous avez les liens qui se trouvent en description de la vidéo. Les clients qui ont les relations les plus longues, c'est aussi cette qualité-là qui ressortait, c'est-à-dire qu'ils se sont mis avec une femme, pas seulement parce qu'elle était entre guillemets bonne, mais surtout parce que elle est complétée, elle est soutenue et parce que c'est une paire qui avait du sens, tout simplement. Troisième loi pour être dans le top 1%, c'est un petit peu un corollaire de la loi numéro 2, c'est de bien choisir votre entourage. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, c'est bon Mac, je savais déjà. Vous le savez peut-être, mais soyez honnête avec vous-même, est-ce que vous appliquez à fond cette loi ? Est-ce que vous l'appliquez vraiment ? Je pense pas. Parce que si vous l'appliquez sincèrement, vous auriez probablement des fréquentations qui seraient très différentes. Et vous serez probablement à un autre niveau que celui que vous êtes aujourd'hui. Et pour ne rien vous cacher, c'est une erreur que j'ai fait aussi pendant très longtemps. Pendant très longtemps, j'ai pas été assez sélectif dans mes fréquentations. J'ai passé trop de temps avec des personnes qui finalement ne m'apportaient pas grand-chose et pas assez avec des personnes qui m'ont ramené beaucoup plus loin. Et avec le recul, c'est un petit peu un regret. Et après, en même temps, c'est comme ça qu'on apprend. Mais si je pouvais recommencer et refaire ma vie, je choisirais différemment mes fréquentations. C'est la raison pour laquelle, notamment, quand je travaille avec des personnes, que ce soit sur mon cabinet de copywriting, par exemple, ou mon cabinet d'accompagnement d'entrepreneurs sur leur marketing, ou bien les accompagnements qu'on propose pour les hommes célibataires en séduction, encore une fois, vous avez les liens qui se trouvent en description de la vidéo pour ceux qui veulent en savoir plus, à chaque fois qu'on fait un accompagnement avec ces personnes-là, on est hyper sélectif. Pourquoi on est sélectif ? Parce que la qualité des relations qu'on va avoir avec nos clients va conditionner directement
notre niveau de bonheur et notre dépense énergétique, à la fois pour moi, mais aussi pour l'équipe. Et c'est grâce notamment à ces différentes marques que j'ai fondées sur Internet, des entreprises que je gère aujourd'hui, que j'ai considérablement élargi mon réseau, que j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Certains sont même devenus des amis. Par exemple, j'ai déjà rencontré des entrepreneurs avec qui on a travaillé sur la partie séduction, qui ensuite sont devenus des partenaires parce que on a fait des partenariats avec leur marque, parce que ça se complétait par exemple avec Dragueur de Paris. Et ensuite sont devenus des amis personnels parce qu'on a fait des apéros ensemble, on a fait des petites sorties, etc. Et cela n'a été possible que parce que j'ai été sélectif dans la qualité de mon réseau et surtout dans la sélection des personnes avec qui on choisit de travailler. C'est pour ça que si vous souhaitez travailler avec nous, vous aurez déjà un entretien à réussir, que ce soit avec moi, soit avec mon équipe, et puis surtout un formulaire à remplir, parce que ça nous permet justement d'écarter ce que j'appelle les PNJ, les personnages non joueurs, donc les personnes de faible valeur qui finalement vont plus nous faire perdre du temps qu'autre chose. Et cette démarche-là, même si vous n'êtes pas entrepreneur, je vous invite fortement à l'adopter parce que c'est quelque chose qui peut complètement changer votre vie. La quatrième loi, avant de vouloir changer le monde, changez-vous. Pourquoi je vous dis ça ? Soyons honnêtes, combien de temps vous perdez à vous intéresser à des sujets sur lesquels vous n'avez aucun impact ? Par exemple, ceux qui regardent la télévision, le journal télévisé, vous regardez la dernière crise bancaire, vous regardez l'attaque au bazooka dans la bande de Gaza à Israël, vous regardez les attentats de je ne sais pas où, vous regardez les inondations qu'il y a eu en Thaïlande. En gros, vous regardez des événements sur l'actualité sur lesquels vous n'avez absolument aucun impact. Et pour ceux qui me diront « Ouais, mais Mac, j'ai pas la télé », vous avez la même chose sur YouTube. Combien de fois vous allez regarder ? Et j'ai fait cette erreur aussi. Combien de fois j'ai perdu mon temps à m'intéresser à des sujets de société sur lesquels je n'ai aucun impact, tout en désirant changer la société ? Combien de fois je me suis intéressé, par exemple, à la dernière présidentielle en France. La dernière présidentielle, je me suis intéressé à fond à ce sujet parce que je me suis dit, ça y est, ça va être le sursaut du pays, on va se réveiller, la France va renaître, on va partir dans une autre direction, etc. Tout ça pour rien. Pour rien parce que ce sont des sujets sur lesquels je n'ai aucune influence. Ce sont des sujets sur lesquels je n'ai aucun levier d'action. Et au lieu de m'occuper de ma vie, en fait, je m'occupais de celle des autres, quelque part. Et on perd tous du temps avec ça si on est honnête avec soi-même. Ne venez pas me dire « Ouais, vous regardez jamais la télévision, vous regardez jamais l'actualité, vous écoutez jamais la radio, vous êtes 100% focus sur vous-même. » Ne me le dites pas parce que dans ma vie, j'ai rencontré qu'une ou deux personnes qui sont capables de faire ça. Et ce sont des bourrins de l'exécution. Et j'ai pas rencontré beaucoup de personnes comme ça dans la vie. Donc nécessairement, vous avez des axes de progression à ce niveau-là. C'est pour ça que je vous invite, pour respecter cette loi, coupez-vous des facteurs que vous ne maîtrisez pas, coupez-vous de tout ce qui est actualité, etc. Et au lieu de vouloir changer, je vous prends des sujets au hasard, le prochain président qui sera élu pour diriger le pays, ou par exemple, si vous vous intéressez à la séduction, que vous êtes un red pill, incel, black pill, etc., au lieu de vouloir changer les femmes, les féministes, etc., commencez par vous changer vous-même. Commencez par changer d'approche, commencez par changer de méthode pour avoir des résultats qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin que ce que vous êtes aujourd'hui. Ça, c'est un des secrets pour avoir une vie extraordinaire. Et si vous écoutez cet audio, vous le faites peut-être un petit peu, mais probablement pas assez, parce que si vous êtes honnête avec vous-même, si vous appliquez à fond cette loi, vous serez à un tout autre niveau aujourd'hui. 5e loi pour être dans le top des 1%, écoutez les gens qui savent. J'ai fait cette erreur moi-même par le passé, c'est-à-dire quand je m'intéressais par exemple à la séduction, donc en 2008, quand j'ai démarré sur la communauté, j'ai perdu beaucoup de temps à écouter des personnes qui ne connaissaient pas suffisamment bien le sujet de la séduction, qui me donnaient des conseils que j'estimais intéressants, c'est la raison pour laquelle je les ai écoutés, mais comme je n'avais aucun recul sur la séduction, en fait, je me suis fait piéger, j'ai perdu beaucoup de temps. Je vous donne un exemple. En 2010, c'était vers 2010, je m'intéressais donc à la drague de nuit, à l'époque où les sites de rencontres n'existaient pas encore. Enfin, en tout cas, Adopte un mec, Mythique, ça existait déjà. Mais l'usage n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui.
Bon, je mettais ça à la drague en boîte de nuit et à l'époque, j'ai rencontré une personne qui, pendant quelques mois, a été entre guillemets un mentor. Cette personne-là prodiguait des conseils intéressants, raison pour laquelle j'ai écouté, parce que j'ai estimé que cette personne était digne d'intérêt. L'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que, tiens, c'est bizarre, parce qu'à chaque fois qu'on sort en boîte de nuit, je le vois jamais open une seule nana. Jamais. Et à chaque fois que je lui posais la question, il me disait non, mais moi je suis au-dessus de ça. Voilà. En gros, le mec se considérait au-dessus des nuages. Et par conséquent, il disait bah non, c'est pas à moi. C'est pas à moi d'aller aborder des nanas parce que toi tu m'as demandé d'aborder des nanas. Ce que j'ai appris par la suite, c'est qu'en fait, ce mec était un bon conseiller, mais n'avait aucun savoir-faire pratique. Et je m'en suis rendu compte parce que plus tard, j'ai ensuite rencontré une personne qui était vraiment excellente en drague, bar et boîte de nuit. Et les conseils que cette personne donnait étaient à l'opposé de ce que m'avait dit la personne précédente. Non seulement les conseils n'étaient pas les mêmes, mais en plus, cette personne-là, j'ai très vite vu qu'il savait de quoi il parlait parce que j'ai vu choper sous mes yeux. Et c'est là que je me suis dit, putain, en fait, j'aurais dû écouter cette personne bien plus tôt, j'aurais évité de perdre des mois dans ma vie. Autre exemple qui vous parlera peut-être davantage si vous vous intéressez par la séduction, la musculation. Je pense que ça nous est tous arrivé d'être à la salle ou ailleurs, ou même à un apéro, et d'avoir quelqu'un qui nous donne des conseils de fitness, de musculation, etc. Et que cette personne, par exemple, c'est une personne en surpoids, ou une personne avec un énorme bide, ou bien une personne qui est toute maigre, une personne qui n'incarne pas les conseils qu'elle donne. Je pense que ça vous est arrivé vous aussi, parce que ça m'est arrivé à moi aussi à plusieurs reprises. Évidemment, ces personnes-là ne vont faire que rabâcher les conseils qu'ils ont vus sur Internet, alors qu'en fait, ils n'incarnent pas leurs propres conseils. Ce que je veux vous dire par là, écoutez les gens qui savent, quel que soit le domaine auquel vous vous intéressez. Si vous vous intéressez à la séduction, écoutez des mecs qui connaissent ce sujet. Si vous vous intéressez aux finances, écoutez des mecs à minima qui sont millionnaires. Demandez pas des conseils à votre mère, à votre père ou à votre collègue ingénieur qui gagne 2 000 € par mois et qui épargne 200 € par mois pour s'acheter un appartement. Cette personne-là n'a aucune autorité en termes d'investissement. Si vous vous intéressez à la musculation, écoutez des gens qui incarnent le corps que vous souhaitez avoir dans vos rêves. Donc, c'est-à-dire un corps musclé, sec, etc. Faites attention aux personnes que vous écoutez. Parce que quand on ne fait pas attention, on peut perdre énormément de temps. Ça, c'était la loi numéro 5. Loi numéro 6, maîtrisez votre chronotype nocturne. Celui-là, je pense que vous ne l'avez pas entendu beaucoup et pourtant, il est hyper pertinent. Alors, qu'est-ce qu'un chronotype nocturne pour ceux qui ne connaissent pas ? En gros, il faut comprendre qu'il existe, grosso modo, pour faire simple, 3 chronotypes. Donc, 3 types de personnes face à la question du sommeil et surtout face à la question du pic de productivité. Sans rentrer dans les détails, je vous fais un résumé très succinct. Vous tapez chronotype sur Google, vous aurez plein d'informations. Grosso modo, il y a les lève tôt, il y a les personnes qui se lèvent très tôt et qui se couchent généralement tôt. Il y a les personnes qui se lèvent très tard et qui se couchent généralement très tard. Et il y a les personnes qui sont à peu près entre les deux. En termes de répartition, la majorité des personnes, je crois que c'est 60%, sont au milieu. Donc, c'est-à-dire des personnes qui se lèvent à des heures normales et qui se couchent à des heures normales. Donc, par exemple, qui se lèvent à 7h30, grosso modo, et qui se couchent à 23h, 23h30, grosso modo. Les personnes qui sont des lève-tôt, c'est les personnes qui vont se lever à 6h, voire plus tôt encore, et qui vont se coucher à 22, 23h. Et les lève-tard, c'est les personnes qui vont se lever à 8h30, 9h, voire davantage, mais qui par contre vont jamais se coucher avant minuit, voire 1h du matin. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que Internet est rempli de conseils de merde où on vous conseille à chaque fois de vous lever à 5h du matin, productivité maximum, no pain, no gain, il faut bosser, etc., etc. Vous avez même un livre à ce sujet qui s'appelle The Miracle Morning, donc qui vous dit que jusqu'à la fin de votre vie, il faudra vous lever extrêmement tôt. Il faudra commencer par se lever, faire de la méditation, faire de la marche, lire un livre, etc. Donc voilà. Sur le principe, je dis bien sur le principe, l'idée du bouquin, elle n'est pas stupide en soi. C'est-à-dire, en gros, c'est reprendre le contrôle de son matin, prendre un peu de temps pour soi, etc.
Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce bouquin d'ailleurs, Miracle Morning. Dites-moi en commentaire si c'est le cas, parce que je pense qu'on est assez nombreux à l'avoir lu. Par contre, dites-moi tout aussi franchement, vous avez rencontré combien de personnes dans votre vie qui ont tenu plus de 2 semaines le Miracle Morning? Dites-moi sincèrement la réponse. Moi, je vous dis la mienne, 0. Et pourtant, j'en ai connu plusieurs dizaines qui m'ont dit « Ouais, j'ai lu le Miracle Morning ». Il y en a 0 qui l'ont tenu plus de 2 semaines. La raison est simple, c'est que nous ne sommes pas tous d'élèves matins. Et si vous voulez réussir votre vie, que ce soit sur le plan financier, que ce soit pour un projet entrepreneurial, que ce soit pour votre vie de manière générale, il est important de comprendre son chronotype et de choisir un mode de vie qui est optimisé par rapport à votre chronotype. Je vous donne mon exemple personnel. Dans mon cas, je suis un lève-tard depuis toujours. C'est-à-dire que mon rythme naturel, c'est de me lever entre 9h et 9h30 et de me coucher 1h à 1h, 1h30 du matin. Ça, c'est mon rythme normal. Et pendant très longtemps, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu, entre guillemets, une facilité à monter mon projet entrepreneurial. Parce que si vous ne le saviez pas, j'ai été pendant à peu près 10 années dans l'industrie aéronautique comme ingénieur. Je travaillais pour des groupes comme Airbus, Ministère des Armées, etc. à Aix-en-Provence et à Paris. Donc ça, c'était ma vie pendant une dizaine d'années. Et c'est ensuite que j'ai monté, je suis passé entrepreneur à plein temps. Donc que j'ai démissionné de cette carrière promise dans un grand groupe pour devenir entrepreneur à plein temps. Ça, c'est des choses dont je parle assez souvent sur les différents podcasts. Et pour monter mon projet entrepreneurial, ce que j'ai fait pendant 2 ans, c'est que j'ai travaillé sur celui-ci à côté de mon boulot parce que à l'époque, j'étais pas très chaud pour démissionner et faire le grand saut dans l'entrepreneuriat alors que je gagnais pas une thune. Mon objectif, c'était de gagner suffisamment d'argent grâce à mon projet entrepreneurial pour démissionner l'esprit libéré. C'était ça l'objectif de l'époque. Et pour travailler sur mon projet entrepreneurial, en fait, je travaillais le soir. Jamais le matin, jamais le midi, c'était toujours le soir. Donc, globalement, quand j'avais pas un rencard, parce que j'étais très actif en séduction à l'époque, ou que j'avais pas ma séance de musculation, en gros, j'arrivais chez moi, c'était 19h, etc. Le temps de manger, du coup, je pouvais bosser de 20h jusqu'à minuit, 1h, voire 2h du matin parfois. Et je le faisais sans aucun problème, parce que ça, c'est mon chronotype qui est conçu comme ça. C'est la raison pour laquelle j'ai jamais réussi dans toute ma vie de salarié à être productif le matin. À chaque fois qu'un connard m'a foutu une réunion le matin, c'est toujours le moment de la journée où j'avais la tête dans le brouillard. Et au début, je pensais que c'était parce que je me disais peut-être que je suis un feignant finalement, peut-être que je suis un branleur, peut-être que je suis pas au niveau par rapport à mes autres collègues. Parce qu'à côté, quand j'étais en réunion, j'avais des collègues qui, eux, étaient plutôt du chronotype du matin. Et eux, les mecs, ils carburaient comme des machines à 10h du matin. Alors que moi, à 10h du matin, j'étais encore dans les vapes. Et c'est plus tard, en fait, que j'ai compris que j'ai juste un rythme qui est différent du leur. Et la conséquence, pourquoi je vous parle du chronotype, c'est qu'une fois que vous avez compris votre chronotype, en fait, vous avez compris comment vous fonctionnez. Et donc, du coup, vous avez compris votre pic de productivité, où est-ce qu'il se situe. Je pense notamment pour les tâches créatives, qui vous seront particulièrement utiles si vous êtes entrepreneur, par exemple. Donc, ça veut dire que votre vie, les périodes où vous travaillez, vous devez les adapter par rapport à votre chronotype. Donc, autrement dit, si vous êtes un lève-matin, par exemple, mettez les tâches les plus importantes de la journée avant midi, parce que c'est là que vous aurez votre pic de productivité. Si vous êtes un lève-tard, votre pic de productivité, il est plutôt en fin d'après-midi, début de soirée. C'est là où vous êtes, voire même la nuit d'ailleurs. Parce que je fais partie de ces personnes-là, puisque moi je suis quelqu'un de nocturne. Je travaille mieux la nuit que le jour. Et que le matin surtout. Le matin, je suis toujours endormi. Quoi que je fasse, je suis toujours endormi. Par contre, le soir, je ne sais pas pourquoi, mon cerveau il tourne 100 fois mieux. J'ai beaucoup plus d'idées, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être concentré, de travailler sur un projet, etc. Et parce que mon cerveau est programmé comme ça. Et si vous êtes entre les deux, globalement, votre pic de productivité, c'est fin de matinée, début d'après-midi, globalement. Et ça, c'est à peu près celui de la majorité des gens. Donc, c'est-à-dire que vous êtes ni du matin, ni du soir, vous êtes du milieu de la journée. Donc, faites cet exercice. Et si vous avez du mal à le faire, il y a plein de tests qui existent sur Internet. Vous tapez chronotype machin sur Google, vous allez trouver ça assez facilement.
Loi numéro 7, pour être dans le top 1%, parlez moins pour faire moins d'erreurs et pour dire moins de conneries. C'est d'ailleurs le même conseil que je donne à mes clients en séduction, donc ceux qu'on accompagne sur le programme Abondance, notamment chez DDP. Il y a un conseil très contre-intuitif que je donne à mes clients, c'est que je leur dis, lors d'un premier rendez-vous amoureux, fermez votre gueule, arrêtez de raconter votre vie et faites-la parler. Pourquoi je leur donne ce conseil ? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que plus vous faites parler une femme et plus vous avez d'informations sur elle, ce qui vous permet d'orienter les sujets vers des choses qui intéressent. Et deuxième bénéfice, c'est que plus vous la faites parler, moins vous parlez et moins vous avez de risque de dire une connerie. Comment je le sais ? Parce que j'ai fait cette erreur moi-même pendant très longtemps, c'est-à-dire qu'il y a une époque où je voulais essayer de prouver que j'étais un mec bien, que je voulais prouver que j'avais de la valeur, etc. Donc je parlais. Et en fait, à chaque fois, il arrivait toujours un moment, statistiquement, où je disais une connerie. Aussi bête que ça. Donc pour éviter de dire des conneries, parlez moins. Faites parler l'autre. Vous êtes gagnant sur tous les points de vue. La seule contrepartie qu'il faut accepter dans le fait de parler moins, c'est que il faut mettre votre ego de côté, ce que ça veut dire vous allez moins vous mettre en avant, vous allez moins faire le pan et vous allez laisser plus de place à l'autre. 8e loi, pour être dans le top 1%, le processus avant le résultat. Ça, c'est quelque chose qui va conditionner votre réussite ou votre échec. C'est quelque chose qui fait que certaines personnes réussissent tout dans la vie et que d'autres ne réussissent à rien. Les personnes qui ne réussissent à rien dans la vie, que ce soit obtenir le corps de leur rêve, que ce soit monter un projet d'entreprise, que ce soit rencontrer la femme de votre rêve, c'est l'obsession pour le résultat. Ça, par exemple, chez DDP, c'est quelque chose que je vois souvent. Des clients qui sont obsédés littéralement par le fait de coucher avec des très belles femmes, qui ne pensent qu'à ça et qui, du coup, ont beaucoup de mal à y arriver. Pourquoi ils n'y arrivent pas ? Parce qu'ils ne se concentrent pas sur le processus. Le voyage, si je dis autrement. Se concentrer sur le processus, c'est ce qui va faire que vous allez obtenir du résultat. Je vous donne quelques exemples. En musculation, par exemple, ça fait 5 ans que je fais de la musculation au moment où j'enregistre cet audio. Je me concentre absolument pas sur le résultat final en séduction. Je me concentre sur le travail que je fais à chaque fois à la salle. Je me concentre sur le programme, sur les poids que je soulève, sur les exercices que je vais faire. Donc, c'est-à-dire, je me concentre sur le processus. La séduction, c'est pareil. Au lieu de me concentrer sur le fait de coucher avec quelqu'un et d'être obsédé par ça, je me concentre sur le fait de passer un bon moment avec la fille. Et devinez quoi ? Quand vous passez un bon moment avec une fille, coucher avec elle devient une conséquence. Combien de fois j'ai répété ce conseil à mes clients ? Coucher avec une femme n'est que la conséquence d'un processus correctement exécuté. C'est-à-dire que vous avez passé un bon moment, vous la faites rire, vous faites monter la température et surtout, vous y prenez du plaisir. Autre exemple, quand j'ai monté ma première entreprise, Dragueur de Paris, DDP, le seul objectif que j'avais à l'époque, c'était de gagner suffisamment d'argent pour quitter mon boulot. C'était le seul objectif que j'avais en termes de résultats. Mais l'autre objectif que j'avais et qui était beaucoup plus important, c'était d'élaborer les meilleurs produits et services de ce qui se fait en France. Pourquoi ? Parce que ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le milieu de la séduction et que malheureusement, j'ai remarqué que la plupart de mes confrères font de la grosse merde. C'est-à-dire ils font des formations de merde, ils vendent des produits de merde, ils écrivent des e-books de merde, ils font du coaching de merde et du coup, à cause de ça, les clients s'en plaignent, les clients râlent et les clients, à cause de ces mauvaises pratiques, certains ont une mauvaise image du milieu de coaching séduction. C'est pour ça que vous avez toujours des mecs qui disent « Ouais, le coaching, c'est une arnaque, machin. » Généralement parce qu'ils sont tombés sur mes confrères qui font de la merde, justement. Donc, mon obsession depuis 2017 que j'ai créé DDP, c'est d'élaborer les meilleurs programmes du marché. Ça a été mon positionnement dès le départ. Et en plus, c'était à l'époque où j'étais une grosse brêle au marketing. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'était, au moment où j'ai démarré, mon seul axe de différenciation. Marketing, j'y connaissais rien. Vente, j'y connaissais rien. Site internet, j'y connaissais rien. J'avais des pages dégueulasses. D'ailleurs, mes clients me font remarquer qu'elles sont encore dégueulasses.
Mais j'assume. Je suis ingénieur, hein, je suis pas graphiste. C'est moi qui ai fait les pages. J'assume qu'elles sont moches et puis ça m'amuse un petit peu. Je dis, bah écoutez, ça fait le tri. Les mecs qui pensent que c'est un scam, bah au moins ils sont pas chez moi. Ils vont aller faire chier un concurrent. Et les mecs qui font confiance, bah on va bosser ensemble et ça va bien se passer. Donc, j'y connaissais rien en graphisme. Quand je faisais des vidéos YouTube, c'était des PowerPoint dégueulasses. Quand je faisais des podcasts, le micro-son était mal branché, donc du coup, il y avait un écho mais dégueulasse. Je me suis improvisé monteur vidéo, j'ai essayé de faire des bruitages, et il y a des mecs, ils ont fait des vidéos sur moi, ils ont dit, putain, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Donc, en fait, j'avais pas grand-chose en termes d'axe de différenciation à l'époque. Par contre, il y en a un que j'avais, et j'ai appuyé là-dessus, c'est la qualité des méthodes, la qualité des produits et des services. Et depuis 2017 que le site existe, mon obsession, c'est ça. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai un client qui achète, par exemple, la formation Actiner, ou la formation La Réplique, ou la formation La Garçonnière, ben, généralement, quand ils achètent une formation, ils en achètent plein d'autres derrière parce qu'ils savent que ça va être de la qualité. Et cela était possible parce que je me suis concentré sur le processus. Jamais je me suis concentré sur « ouais, je veux devenir millionnaire, machin ». Parce que ça, c'est les trucs que tout le monde voit sur Internet. D'ailleurs, je vais vous faire une petite confession. Là, aujourd'hui, entre guillemets, je suis millionnaire. C'est pas quelque chose que j'aime dire, mais voilà. Je sais que c'est toujours des mots qui font un petit peu buzzer sur YouTube. Pourtant, ça va vous faire sourire, mais je n'ai jamais eu cet objectif de ma vie. Jamais. Ça n'a jamais été mon objectif. Parce que l'argent, c'est pas mon premier motivateur. Mon premier motivateur en séduction, c'est la raison pour laquelle je travaille dans la séduction, c'est de faire une vraie différence dans la vie des personnes avec qui on a travaillé. C'est pour ça que le premier programme que j'ai conçu, c'est le programme Abondance, en commençant sur la partie photo. Parce que mon plaisir, c'était de passer d'un mec qui a pas confiance en lui, qui a des photos dégueulasses et qui se dit qu'il est foutu, à des photos putain de badass où la personne se dit « Ah ouais, putain, c'est un truc de ouf, machin ». Et vraiment, vous imaginez pas, mon plaisir de l'époque, c'était de recevoir les mails des clients qui étaient contents parce qu'ils ont montré leurs photos avant-après à leur famille, à leurs amis, qu'ils ont eu que des compliments. Et du coup, les mecs me font un mail pour me faire une synthèse des compliments, en me remerciant sans foi, en me disant « Putain, je regrette de ne pas t'avoir découvert plus tôt ». Bah ça, c'est mon plaisir. Et ça, c'est se concentrer sur le processus, sur la transformation du client. C'est grâce à ça que DDP est devenu leader du marché des rencontres en ligne pour les hommes. Et c'est une démarche que je vous invite à avoir dans votre propre vie également. Le processus avant le résultat, c'est toujours ça qui, paradoxalement, vous apportera plus de résultats. 9e loi pour être dans le top 1%, gardez un cercle restreint d'amis. Restreint, mais sélectif. Ça vous servira absolument à rien de construire un cercle social où vous connaissez 300 personnes différentes. Ça vous rapportera bien plus d'être très sélectif sur vos fréquentations, quitte à dire que vous avez peu d'amis, mais que par contre, les amis que vous avez, c'est vraiment des amis que vous avez sélectionnés avec soin, et parce que c'est ça qui fait la qualité de vos relations, tout simplement. Loi numéro 10, le corps et l'esprit, c'est la même chose. C'est la raison pour laquelle les personnes qui réussissent à faire de belles choses de leur vie sont des personnes qui font du sport. Parce que les personnes qui réussissent comprennent que l'état d'esprit est lié à ce qu'on fait de notre corps. C'est-à-dire que si vous restez avachi toute la journée, ça va être assez compliqué d'être une personne successful dans la vie. Alors que si vous êtes une personne qui va à la salle 3 fois par semaine, qui fait de la musculation, qui fait des sports de combat, juste les sports de combat, par exemple, c'est quelque chose qui va transformer votre esprit. Le premier sport de combat que j'ai appris, c'est le jiu-jitsu brésilien. Je suis allé jusqu'à la ceinture bleue, pour ceux qui connaissent un petit peu le JJB. J'ai mis 3 ans à l'avoir quand même, cette putain de ceinture bleue à la con, qui est super difficile à avoir. Et le fait de faire du jiu-jitsu brésilien, et puis ensuite de faire de la boxe anglaise. Je suis passé à la boxe en sud parce que jiu-jitsu, ça m'a saoulé. Désolé pour ceux qui aiment le JB. Bah en fait, ça a eu un gros impact sur mon esprit. Le fait de prendre des coups en boxe et de donner des coups m'a aidé à prendre confiance. Un truc qui m'a beaucoup aidé aussi, quand j'ai fait un peu de boxe thaï, parce que je l'ai fait un petit peu aussi, parce que l'anglaise c'est bien, mais on travaille surtout le haut du corps, alors que moi ce qui me manquait c'était le jeu de jambes et savoir donner des low kicks, des high kicks, donc d'utiliser mes jambes pour le combat.
La boxe thaï, ça a littéralement transformé mon mindset parce que je me suis rendu compte que mes jambes, parce que si vous ne m'avez pas rencontré, je suis très grand, je fais 1m96, en fait, c'est en faisant de la boxe thaï que je me suis rendu compte que putain, mes jambes, en fait, c'est une arme. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à faire peur à des gens à la salle avec mes jambes. Chose que je n'avais jamais fait avant. C'est-à-dire qu'avant, je donnais que des coups de poing, voilà. Et quand j'ai commencé à jouer avec mes jambes, j'ai vu qu'en fait, c'est une arme de destruction massive. Et ça m'a permis de prendre confiance en moi. Donc, tout ça pour dire, faites du sport, parce que ce que vous allez faire de votre corps, ce que vous allez manger aussi, c'est pour ça que le corps et l'esprit, c'est la même chose. Si vous mangez de la merde, je vous laisse, si vous allez au McDo 4 fois par semaine, je vous laisse imaginer à quoi va ressembler votre mindset. Vous devinez la réponse. Par contre, si tous les jours, vous faites attention à ce que vous mangez des fruits, des légumes, vous mangez des protéines, etc., je vous laisse imaginer ce qui va se passer dans votre mindset. Loi numéro 11, ne faites pas la même chose que tout le monde. Regardez autour de vous, que fait tout le monde. Les gens traînent sur YouTube pour regarder des vidéos à la con, regarder des vidéos de chats, etc. Les gens regardent la télé. Les gens s'occupent des problèmes des autres. Les gens veulent tout faire par eux-mêmes. Les gens n'écoutent pas. Les gens ne veulent pas se remettre en question. Les gens ne veulent pas changer. Les gens pensent tout savoir sur tout, etc., etc. Si vous faites ce que font les autres, vous aurez le même résultat que tout le monde. C'est la raison pour laquelle, par exemple, en séduction, la majorité des hommes ne rencontreront jamais des femmes qui les font vraiment kiffer de toute leur vie. C'est la raison pour laquelle la majorité des hommes, pour assouvir leurs fantasmes, seront condamnés à mater du porno. Allez sur Xvideo, Pornhub, etc., toutes les régies que vous connaissez tous. Me dites pas que vous les connaissez pas, bande de coquins, parce que je sais que vous allez sur des sites comme ça. Ça, c'est l'avis de la majorité des hommes. L'abondance, comme je le dis souvent chez DDP, est réservée à une infime minorité d'hommes. Pourquoi ? Parce que la minorité d'hommes qui va agir différemment de la masse auront des résultats différents. L'abondance de femmes dans sa vie, quand on est un homme, est réservée à une élite, est réservée à une minorité. Une fois, il y a un client, je discute avec un client parce que je lui disais que j'avais commencé à faire de la pub sur DDP pour faire un peu plus connaître DDP. J'ai eu une conversation intéressante parce que ce client m'a dit Mike, c'est cool que tu fasses de la pub, mais j'ai pas trop envie que DDP soit connu. J'ai envie qu'on soit les seuls à profiter de tes enseignements. Et ce client-là, je lui ai répondu tu sais, t'inquiète pas, même demain je mets 1 million par mois en pub, on restera une minorité. Pourquoi ? Parce que la majorité des gens, même si vous leur foutez devant le nez la méthode qui va leur permettre de rencontrer femme de rêve, même si vous la donnez gratuitement d'ailleurs, cette méthode, la majorité des gens n'en feront rien, ne l'appliqueront pas et conserveront leurs habitudes. C'est la raison pour laquelle ces gens-là auront la même vie que tout le monde. Donc là, c'est plus une question pour vous. Est-ce que vous voulez la même vie emmerdante que tout le monde ? Auquel cas, pourquoi écoutez-vous cet audio et cette chaîne ? Parce que du coup, elle ne vous est pas destinée. Ou bien, est-ce que vous voulez une vie plus exaltante, plus intéressante, plus amusante ? Chacun aura cette réponse à cette question. 12e loi, l'habitude avant la motivation. Ça paraît, combien de fois j'ai rencontré des mecs qui m'ont dit « Ouais, mais je suis pas assez motivé. Ouais, mais j'aimerais bien commencer la salle, la musculation, mais je verrai demain, là je suis pas trop motivé. » Je vais vous donner un secret. La réussite, c'est pas une question de motivation, c'est une question d'habitude. Je vous donne un exemple très simple, qui est celui de la musculation, et je vais citer un de mes meilleurs amis d'ailleurs, qui en est un bon exemple. J'ai un ami qui a démarré en même temps que moi la musculation, et qui s'est jamais arrêté. Et une fois, on discutait de ça, on discutait des gens qui ont un corps de merde, qui font pas de muscu, pas de sport, etc. Et à un moment, on parlait de ce sujet-là, et cet ami m'a dit quelque chose de très intéressant. Il m'a dit, tu sais Mike, moi je me pose aucune question. Le lundi, c'est le jour où je vais travailler les jambes à la salle, je prends mon sac, je mets mes affaires dedans et je vais à la salle. Et je ne me pose aucune question. Je ne me demande pas, est-ce qu'il fait beau dehors ? Est-ce que j'ai envie ? Est-ce que c'est le bon jour pour y aller ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ?
il ne se pose aucune question parce que c'est une habitude. Je vous pose une autre question. Là, pour le coup, c'est moi qui vous en pose une. Quand il s'agit de manger, est-ce que vous posez la question de s'il faut manger ou pas? Bah non, c'est une habitude. Est-ce que vous posez la question de s'il faut dormir ou pas? Bah non, c'est une habitude. Et bah, pour tous vos projets de vie, c'est la même chose. Si vous voulez avoir un beau corps, arrêtez de chercher à être motivé parce que vous aurez de toute façon des hausses et des baisses de motivation, parce que la motivation est fluctuante. Pour contrecarrer cela, ce qu'il faut, c'est créer une habitude. C'est l'habitude qui va faire que, à chaque fois, vous allez suivre votre programme, vous aurez des résultats, que ce soit en musculation ou n'importe quoi. Ça a été comme ça que j'ai monté ma première entreprise. C'est-à-dire que le soir, quand j'étais chez moi, quand il s'agissait de bosser, je ne me posais pas la question « est-ce qu'il faut que je bosse? Est-ce que j'ai envie de bosser ?» C'est pas une question d'envie, c'est non. On est mardi soir, c'est 20h. Mon habitude, c'est de bosser le soir. Je bosse le soir. Point. Le rythme que j'avais à l'époque quand je montais mon entreprise, la semaine, donc je travaillais et j'étais full focus sur mon travail et mon projet entrepreneurial. Et le week-end, je coupais complètement. Je coupais à la fois mon travail de salarié, bien sûr, parce que je n'étais pas au bureau, mais aussi mon projet entrepreneurial. Et je passais 2 jours complets avec ma copine de l'époque, puisque c'est plus la même. Et c'est l'habitude que j'avais installée. Et je me posais aucune question. Je me demandais pas, tiens, est-ce que j'ai la motivation d'aller voir ma copine? Tiens, est-ce que j'ai la motivation le mardi soir de bosser? Non, l'habitude, c'est de bosser le soir. Je bosse le soir. Il n'y a pas d'autre question que celle-là. Installez et concentrez-vous sur ces habitudes au lieu de vous demander si vous êtes motivé. Et je vous garantis que vous allez réussir tout ce que vous entreprendrez. On arrive maintenant à la 13e et dernière loi pour être dans le top 1%. L'habit fait le moine, que vous le vouliez ou non. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chez DDP, il y a quelque chose qu'on fait pour les personnes qui rejoignent le programme Abondance et qui les surprend un peu parce qu'en général, ils s'y attendent pas forcément. Avant même de faire les photos, le profil Tinder, le coaching ou ce que vous voulez, la première étape qu'on fait, c'est les vêtements, le dress code. Alors au début, les mecs sont un peu surpris parce qu'ils sont en mode « Ouais, bon, les vêtements, est-ce que c'est important? Je m'en fous un peu, machin. » Bon, au début, ils se disent « C'est un nice to have, mais bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» Au début, c'est un peu ce qu'ils se disent. Ça, c'est ce qu'ils disent avant. Et après, une fois qu'ils ont fait ce relooking, en fait, ces personnes-là se disent « Ah ouais, putain, je pensais pas que ça avait autant de bénéfices. » Et pour vous aider à comprendre ce que je veux dire par bénéfice, je vous invite à vous rappeler la dernière fois, ou peut-être que vous l'avez jamais fait d'ailleurs, et si vous l'avez jamais fait, je vous encourage à le faire. Souvenez-vous la dernière fois que vous avez porté une veste de costard sur mesure. Si vous ne l'avez jamais fait, demain, vous allez dans un magasin italien ou autre. Par exemple, il y en a un où je suis allé il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Lanieri, dans le 6e arrondissement, qui vous fait des chemises, des pantalons et des vestes de costumes sur mesure, qui sont pas si chers que ça, parce que là, je sais, il y en a qui vont dire « mais c'est cher !» Non, pas forcément. Allez, une fois dans votre vie, choisir une chemise, un pantalon, un costard sur mesure. Si vous l'avez jamais fait, faites-le. Et si vous l'avez déjà fait, je vous invite à vous rappeler de la sensation que vous aviez quand vous étiez habillé comme ça. Est-ce que vous avez remarqué à quel point vous vous sentez puissant, important, élégant, stylé, confiant? Vous vous souvenez de ce ressenti? Eh bien, ce ressenti vous explique pourquoi l'habit fait le moine. La façon dont vous vous habillez va conditionner votre langage corporel, votre niveau de confiance en vous, et donc la perception qu'ont les autres de vous. Faites l'essai, je vous invite à porter alternativement, alors on va oublier les costards parce qu'il y a toujours qui vont me dire « c'est trop cher ». On va prendre un t-shirt. Comparez le ressenti entre un t-shirt qui vous moule au corps et un t-shirt de taille trop grand. Faites l'essai si vous ne l'avez jamais fait. Vous allez très vite remarquer qu'un t-shirt trop grand qui flotte sur vous
c'est assez compliqué de vous sentir confiant et puissant dans ces conditions. Alors qu'un t-shirt qui vous moule le corps, en fait, vous vous sentez fort, vous vous sentez musclé. Et donc, naturellement, ça augmente votre confiance en vous. C'est des raisons parmi d'autres pour lesquelles, quand on fait des coachings, en séduction, on commence toujours par la phase de relooking. Déjà pour la partie photo, bien sûr, parce que ça, c'est quelque chose que je dis souvent à mes clients. C'est pour ça que le programme Abondance qu'on a conçu, c'est un programme qui vous amène d'un point A à un point Z. Le point A, c'est en gros, vous faites friendzone dans tous les sens, vous n'avez pas beaucoup d'opportunités, pas beaucoup de matchs. Et le point Z, c'est vous n'avez jamais rencontré autant de femmes de votre vie et vous êtes dans la position du sélectionneur. Pour ça, il y a un certain nombre de sous-étapes et d'ensembles à suivre. Et la partie look en est une parmi un ensemble. Pas seulement pour la partie photo, bien sûr pour la partie photo c'est important, mais aussi et surtout pour la partie ressenti, pour la partie confiance et par la partie l'habit fait le moine. L'habit fera que vous serez un homme de confiance, un homme élégant, un homme stylé, à la fois en photo, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et ça aura aussi un impact dans votre travail. Combien de fois ça m'est arrivé d'entendre des clients qui m'ont dit qu'après avoir suivi le programme Abondance, quand ils sont venus au travail avec leur nouvelle tenue, tout de suite, leurs collègues de travail et même leurs amis dans leur vie personnelle ont noté l'énorme différence de perception, de confiance, de valeur de cette personne-là au travail. Et du coup, ils se prennent des compliments. Ah ouais, putain, t'es élégant, t'es stylé, t'es bien, ça te va bien, etc. Ça, c'est quelque chose que m'ont reporté énormément de clients. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir démarré le reset de leur profil Tinder, ils récoltent déjà les premiers bénéfices dans leur vie de tous les jours au travail ou avec leurs amis. Voilà à quoi sert d'avoir un bon look. Un bon look, ça ne veut pas juste dire bien s'habiller. Bien s'habiller, ça conditionne énormément de choses et ça conditionne notamment votre réussite. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les 13 lois. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je te renvoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent. Ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs. Ou bien si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoient vers mes différentes agences. À tout de suite.